reste du pays. Alors, le retrait de l'écotaxe, ça n'est pas une première, puisque les revirements en matière écologique se sont succédés ces dernières années. Souvenez-vous, il fut un temps où l'écologie était une priorité. Écoutez. Tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat. Oui, cette mutation, elle est bel et bien irréversible. Et qu'on le veuille ou non, il y aura bien un avant et un après Grenelle. La taxe carbone sera donc créée. Je l'ai signée, je le fais. C'est une question d'honnêteté. Officiellement, c'est un ajournement. De fait, cela ressemble bien à un enterrement. Le gouvernement a donc décidé de renoncer à la taxe carbone. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Je souhaite qu'on montre l'exemple, mais qu'on avance en regardant ce que font les autres. Parce que sinon, il n'y aura plus d'éleveurs de porc bientôt chez nous. Les décisions que nous allons prendre en matière de développement durable doivent être mieux coordonnées avec l'ensemble des pays européens pour ne pas creuser le déficit de compétitivité avec notre voisin allemand. L'enjeu, celui qui nous rassemble, c'est de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. On évoquait tout à l'heure la transition énergétique, mais pour les écologistes, le compte n'y est pas dans le budget 2014. Il n'y a aucune référence à une augmentation des taxes sur le diesel. Cette décision radicale annoncée par Jean-Marc Ayrault il y a moins d'une heure à Matignon, le Premier ministre a décidé de suspendre l'application de l'écotaxe partout en France. Ce n'est pas rendre service à l'écologie, et je suis sûr que les écologistes partagent ce point de vue, que de la réduire, l'écologie, à des impôts. C'est oui, un enterrement de première classe. C'est le énième. Alors je ne sais pas s'il est de première classe, que vu qu'on a un enterrement de taxes à peu près toutes les semaines, après nous en avoir annoncé une nouvelle, oui, il y a effectivement aujourd'hui la fin de la fiscalité écologique. Alors, est-ce que c'est la fin de la fiscalité écologique, sachant que la fiscalité, c'est quand même la manifestation d'une politique? On accueille Jean-Claude Amezen, vous êtes président du comité consultatif national d'éthique, mais aussi médecin, chercheur, animateur de l'émission scientifique de France Inter Sur les épaules de Darwin, tous les samedis matins à 11 h. Un second livre issu de cette émission paraîtra mardi prochain. Il s'intitule Sur les épaules de Darwin, je t'offrirai des spectacles admirables. Et Catherine Tissot-Coll, vous êtes directrice de la communication et du développement durable d'un groupe métallurgique et minier, et vous avez été désignée par le MEDEF, enfin vous êtes 9, vous êtes une des 9, désignée par le MEDEF pour représenter les entreprises à la section environnement du Conseil économique, social et environnemental. Alors je rappelle qu'au départ c'est l'Assemblée consultative de la République, au départ c'était le Conseil économique, 1924, en 1958 on a rajouté le social, Conseil économique et social, et en 2008, en pleine euphorie écologique, on a rajouté l'environnemental, donc Conseil économique, social et environnemental. Catherine Tissot-Coll, peut-être ces revirements du gouvernement français en matière écologique, ça vous semble normal et même souhaitable ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire normal ou souhaitable. Par contre, je pense que la société civile, qui est en fait incarnée dans le Conseil économique, social et environnemental, ne se reconnaît pas vraiment dans ces revirements. Je pense, moi, qu'il y a des lames de fond, des choses qui se passent chez tous les acteurs. Madame Brunel parlait tout à l'heure des agriculteurs, des coopératives qui ont beaucoup changé. Dans la section environnement du Conseil, il y a effectivement des représentants du monde agricole. Ils ont changé. Le monde des entreprises est également en train de changer énormément. Et donc je pense que, contrairement à ce que dit Monsieur Ariès, il se passe des choses et des choses positives parmi les acteurs économiques, parmi de nombreux acteurs de la société civile, naturellement dans les associations, mais aussi dans le monde économique. Et je pense que c'est important. Alors après, les politiques avec lesquels on travaille tous en tant qu'entreprise, ils ont des positions politiques. Voilà. Oui. Mais il se passe des choses indépendamment de ce qu'ils disent. On a quand même l'impression qu'on parlait beaucoup de la crise environnementale il y a quelques années, puis la crise économique s'est installée et la crise environnementale attendra. Jean-Claude Amezen, qu'en pensez-vous ? Oui, non, mais je pense que tout ce qui a été dit était très intéressant. Il y a quelque chose qui me paraît un peu étrange, mais c'est un sujet que je connais mal, sur les taxes et sur la définition des politiques. Il me semble que l'agriculture française est fortement subventionnée par des taxes
européenne. Et donc il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'on considère d'un côté que les taxes sont indispensables. Si on arrêtait les subventions européennes, ça fait l'objet de négociations depuis longtemps, on dit que l'agriculture française s'effondrerait, ce qui veut dire qu'elle n'est pas intrinsèquement rentable, ce qui n'est pas en soi un défaut. Et d'un autre côté, on la présente comme une activité qui serait une activité industrielle rentable. Et donc une activité subventionnée, c'est un peu ce que vous disiez, n'a pas forcément, ou ne devrait pas avoir forcément les mêmes modalités de fonctionnement, surtout quand elle vise un bien public, qui est de nourrir, que d'autres industries privées qui fonctionnent uniquement en fonction du marché. Donc je crois que c'est intéressant de repenser en effet, je veux dire l'agriculture, mais comme toutes nos activités, avec, je crois, ce choc entre la crise économique et la crise environnementale, qui me fait penser à des problèmes qui se posent en santé et en santé publique. Comment concilier les urgences, soigner en urgence, réparer les maladies, avec ce qui est une très grande difficulté dans notre pays, qui est la prévention. Et donc souvent, vous savez que notre budget de santé, qui est un budget considérable, la prévention représente à peu près 5% de notre budget. Donc nous consacrons notre budget de santé, ce qui est louable, à réparer les maladies, mais pas à les prévenir. Et l'absence de prévention, c'est pour ça que je fais un parallèle, je ne sais pas jusqu'où il est valide, l'absence de prévention accroît les inégalités en matière de santé, parce que ce sont les plus vulnérables et les plus pauvres qui, ne pouvant pas se soigner, sont les plus malades et meurent le plus. Donc je crois que la non prise en compte de la dimension de prévention et pas simplement de réparation dans les questions d'environnement, de nature, d'écologie, est un problème qui fait qu'on répare. Quand on manque d'argent, on suspend la réparation. Mais je crois qu'on n'a pas intégré la nécessité de prendre en compte l'environnement avec toutes ses répercussions et avec tous ses liens avec l'urbanisme, avec l'industrie, avec l'agriculture, avec la santé, avec tout ce que nous faisons, comme étant un bien commun. Si la qualité de l'environnement et de la nature est un bien commun qui profite à toute l'humanité, eh bien nous devons le traiter non pas comme simplement un élément du marché, mais comme quelque chose qui a une place particulière, comme la nourriture, comme la santé. Et je crois que ça demande un changement culturel, indépendamment des mesures ponctuelles qui peuvent être prises. Sylvie Brunel. L'agriculture, c'est un secteur spécifique, parce que vous devez à la fois pouvoir rémunérer correctement le producteur pour son travail, donc il doit pouvoir vendre sa nourriture à un prix qui fasse que son travail soit payé, mais le consommateur doit pouvoir avoir accès à cette nourriture. Et ceux qui souffrent de la faim, c'est souvent ceux qui ne peuvent pas acheter cette nourriture. Donc pour l'équation entre ces deux données, eh bien, ce sont des politiques de soutien à l'agriculture, parce que c'est un secteur où ça ne vaut pas grand-chose un kilo de blé, ça ne vaut pas grand-chose un litre de lait. Donc qu'est-ce que vous faites? Soit vous agrandissez les exploitations, vous êtes dans des modèles extrêmement productivistes avec ce qu'on peut leur reprocher, soit vous dites je vais favoriser l'agriculture familiale, mais partout, les situations sont différentes. Il y a des endroits où vous avez des territoires gigantesques et où il faut du machinisme, il faut de la mécanisation parce qu'il n'y a plus personne. La Pampa argentine, le Middle West. Il y a des endroits où il y a énormément de monde. Mais ces gens-là, ces familles-là, on parlait de l'Afrique tout à l'heure, il faut qu'elles puissent produire. Un paysan africain, il va produire 800 kilos de céréales à l'hectare et il va pouvoir défricher 4 hectares. C'est-à-dire qu'il va faire 2 tonnes de céréales ou 3 tonnes de céréales. Comment voulez-vous qu'il nourrisse sa famille? C'est vrai qu'un paysan chez nous, de la Beauce, il va faire 200 hectares avec sa machine et il va produire 10 tonnes à l'hectare. Donc regardez la différence de productivité. Le seul moyen d'arriver à résoudre ça, c'est de la protection pour que tout le monde ne soit pas soumis aux mêmes lois du marché au niveau mondial, et c'est pour ça qu'on a créé la PAC, la politique agricole commune, et puis c'est aussi des soutiens. Et quand on regarde la production agricole mondiale, elle se répartit en fonction des sommes que les États investissent dans l'agriculture. Et paradoxalement, vous avez des pays où il y a énormément de paysans, où les gens sont très pauvres, et où la faim est, comme la République démocratique du Congo, énormément de paysans, et les gens sont très très pauvres. Donc la corrélation, c'est est-ce qu'on fait de l'agriculture une priorité stratégique? Après, on peut décider qu'une partie de ces aides agricoles, elle va, et c'est la nouvelle PAC, vers l'environnement. Parce que le paysan, il produit de la biodiversité qui est une biodiversité nourricière. Donc il faut aussi rémunérer ce travail qu'il fait au service de la collectivité. Quand il plante des arbres, quand il fait des plans d'eau, quand il respecte les bandes enherbées. Il y a une technicité aujourd'hui dans le travail agricole pour être au service de l'environnement, pour limiter l'impact environnemental qui ne cesse de grandir. Mais ça demande un accompagnement social. Ça demande du respect, de la reconnaissance et de la rémunération.
Oui, la fin juste un point, je crois, juste parce que je parlais de subventions, et c'est vrai que la question se pose au niveau mondial. C'est-à-dire que subventionner une production locale, c'est important, mais au lieu de subventionner un certain nombre de centres de production qu'on va distribuer dans le monde, on peut aussi imaginer subventionner des productions de nourriture dans les pays qui en ont besoin. Donc je crois qu'il y a une question, ce que vous évoquiez, de solidarité internationale. Et je pense que, je reprends les politiques européennes, on a beaucoup dit, je ne sais pas si c'est à tort, que les politiques européennes non seulement subventionnaient, mais imposaient un mode d'agriculture intensif en l'occurrence, qui était plus subventionné que des modalités alternatives. Donc je crois que réfléchir, c'est vrai dans tous les domaines, la façon dont on subventionne, dont on encourage les activités, évidemment a des effets sur la manière dont elles se développent. Et donc je crois qu'associer la société, associer les agriculteurs, associer toutes les parties prenantes à la définition des politiques, y compris de subvention et de financement, est sans doute quelque chose d'important. De même, si l'on supprime toute fiscalité dite écologique, forcément, ça a aussi une influence. Ce que dit mon voisin est essentiel, c'est-à-dire ce dont crève aujourd'hui la Bretagne et l'agriculture, c'est pas de la fiscalité, c'est d'un mauvais subventionnement. C'est-à-dire qu'on a choisi de subventionner les gros et on n'a pas choisi de subventionner une agriculture de proximité et le bio. Parce que vous avez raison, il y a 1001 alternatives qui existent. Il y a énormément de solutions. Je crois que ce discours antifiscaliste, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Je dirais ça un relent de droitisation de la pensée. Et c'est le retour au poujadisme. Et puis il ne faut pas se cacher non plus derrière son petit doigt concernant le débat sur l'écologie. Oui, nous avons perdu, pour l'instant, la bataille des idées. Et la conséquence, on le voit immédiatement, c'est que ceux qui prônaient, il y a encore quelques années, le développement durable, en disant oui, c'est vrai, on a bousillé la planète, mais bientôt on ne le fera plus, eh bien aujourd'hui ils parlent d'adaptation. Et ils disent, y compris dans le domaine de l'agriculture, lisons le dernier rapport de l'Académie militaire du Canada ou de Grande-Bretagne, ils disent qu'il va falloir aller vers une alimentation duale. On aura d'un côté de la bio-agriculture, c'est-à-dire à partir de biotechnologie, qui n'aura plus aucun rapport avec la terre pour nourrir l'immense majorité des humains, et le rapport, j'allais dire multimillénaire, entre le sol et ce qu'on mange, ça sera réservé à une petite minorité. Donc si on ne veut pas accepter cet éclatement, cette dualisation de la planète, oui, il faut remettre en cause le modèle agricole, mais il faut remettre en cause aussi le modèle industriel, le modèle des transports. Et l'alternative, la transition dont parlait tout à l'heure Drieux, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que nous propose aujourd'hui l'Amérique du Sud derrière la notion du bien vivre, ou ce qu'on trouve dans la philosophie négro-africaine de l'existence sous la notion du plus vivre, c'est tout simplement trouver des solutions en dehors du mythe de la croissance économique, en dehors du toujours plus. Moi, je suis d'accord sur un point avec mon vis-à-vis. C'est le scepticisme, disons, par rapport à ce concept de développement durable, puisqu'il repose sur en fait une vision malthusienne de la technique, c'est-à-dire qu'on fait des projections sur base de la technique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce qu'elle sera dans 10 ou 20 ans. Par contre, là où je me permets de diverger un tout petit peu du discours qui vient d'être tenu en fait depuis le début de l'émission par mon vis-à-vis, c'est qu'il faut se rendre compte que la faim dans le monde a considérablement reculé. Il y a des pays qui connaissaient des famines absolument atroces il y a encore quelques dizaines d'années et qui, grâce justement à ces techniques agricoles qu'on a considérablement développées, s'en sont complètement sortis. Par exemple, l'Inde. Donc je crois qu'on ne doit pas avoir cette espèce de discours très technocratique qui consiste à dire qu'on va tout modifier parce que... Non mais moi je ne soutiens aucune politique ratilée. Je rappelle simplement que la faim dans le monde a reculé de manière considérable. Des centaines de millions de gens se sont sortis de cette famine par le fait... Oui, moi je ne connais aucune politique. Par le fait de la technique agricole. Donc je crois qu'il ne faut pas la critiquer en tant que telle. Oui. Catherine Tixocol, vous voulez... Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord parce qu'avec M. Arias, quand il dit que l'écologie a perdu. Mais non, pas du tout, monsieur. Donc je vous redonne de l'optimisme. L'écologie n'a pas perdu puisque justement, par exemple, dans le monde des entreprises, tout ce qui est environnement, alors peut-être c'est l'écologie qui a perdu, je ne sais pas, mais tout ce qui est environnement, ce dont parlait M. Amezen, c'est-à-dire l'anticipation, la prise en compte d'un certain nombre de sujets en amont, la concertation entre parties prenantes, ça n'existait pas. Alors ce n'est peut-être pas ce que vous imaginez comme monde, ce n'est peut-être pas terminé, ce n'est pas abouti, mais moi je constate depuis une vingtaine d'années
que je travaille dans l'industrie que ça a considérablement changé et qu'on a des nouvelles générations d'ingénieurs, de commerciaux, de juristes, etc., qui sont différents dans leur manière d'appréhender les problèmes. Moi, je travaille dans la mine et la métallurgie. On a par nature des activités impactantes. Mais ces activités ne sont plus impactantes comme peut-être elles l'ont été autrefois, puisque maintenant on a des nouvelles techniques, on sait anticiper. Mais si, monsieur, on sait anticiper et on travaille d'une autre façon. Donc, je ne suis pas en train de décrire un monde parfait. Je suis en train de vous dire que le monde bouge et que peut-être un certain nombre de réalités ne sont pas celles que vous voulez, mais ça va dans le bon sens. Donc, c'est un message optimiste. Isabelle Sorand. Oui. En fait, moi, j'ai été très sensible tout à l'heure aux propos sur la collision du long terme et du court terme. Et je pense qu'en réalité, ça, on le vit tous. C'est-à-dire, on voit bien tous ces gens, même dans le monde du travail qu'on connaît, qui vont dire je suis débordé par des urgences en permanence, je suis toujours le nez dans le guidon et je n'ai pas le temps de me consacrer au travail de fond. Et donc, je pense que c'est pas deux clans entre les politiques qui seraient gestionnaires et donc forcément dans un temps rapide, et puis les penseurs derrière qui essaieraient de travailler sur l'éternité. C'est que cette scission entre le long terme et le court terme, on le vit tous. Et elle est extrêmement intéressante et fondamentale à interroger, parce que qu'est-ce que c'est le long terme quand on y réfléchit? Le long terme, c'est quoi? C'est nos arrière petits-enfants. Et il faut bien admettre que quand on commence à dire arrière, on les connaît de moins en moins. C'est-à-dire que on s'est pas dit qu'on les traite mieux que les poulets en batterie ou les bœufs ou les gens qui meurent de faim, vous voyez. Et donc le long terme, c'est quoi? C'est l'altérité. C'est-à-dire que pour bien penser le long terme, concrètement, ça veut rien dire le long terme, c'est un concept. Le long terme, c'est les autres. Plus vous voulez penser loin, plus il faut pousser les frontières de l'altérité. Et c'est très inquiétant parce que quand on vit dans un système en temps réel, ça veut dire qu'on vit dans un système narcissique. Et donc on a à se dépatouiller avec ça. Et je trouve que c'est intéressant, comme ça a l'air d'être une telle contradiction. On est tous en train de se dire, il faudrait changer quelque chose, on ne sait pas comment, il y a un terrible sentiment d'impuissance et de perte de sens qui vient de là. Parce qu'on se dit, merde quand même, il faudrait changer ça, ça va pas. On a beau être dans l'incertitude, moi le doute c'est toujours très intéressant. Et on vit dans justement une époque d'incertitude, donc on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Est-ce qu'il faut être pessimiste, optimiste? Moi j'ai plutôt tendance à l'optimisme tragique à la Viktor Frankl, vous voyez. Mais en attendant, le long terme, c'est les autres. Et attraper le sujet par l'altérité, c'est une manière d'échapper à cette contradiction logique que sinon on est dans l'incapacité totale de résoudre. À l'échelle mondiale, cette année, nous avons dépassé le 26 août les capacités de régénération de la planète. C'est-à-dire tout ce qu'on a produit et consommé après le 26 août, ça s'est fait au détriment des générations futures. Mais quand je dis le 26 août, c'est une moyenne planétaire. Pour un Américain, c'est mi-février. Pour un Allemand, c'est en mars. Et pour un Français, c'est en avril. C'est-à-dire, je crois qu'on n'a pas le droit, moralement, de dire que ça va mieux. Parce que chaque fois qu'on croque davantage dans la planète, on sait qui sont les premières victimes. Ce sont les plus pauvres. Ce sont les Africains, ce sont les Sud-Américains, ce sont les Asiatiques. Donc la seule condition aujourd'hui, c'est véritablement non pas de revenir en arrière, mais de bifurquer. C'est-à-dire d'imaginer d'autres solutions. Et la crise sociale, ce n'est pas un handicap pour faire de l'écologie. Au contraire, ça peut être une chance extraordinaire. Tout à l'heure, avant de rentrer dans les studios de France Télévisions, j'ai rencontré un groupe de salariés qui viennent de la région marseillaise, de Fralib. Et ces salariés me disent, bon, ils ont été licenciés, le patron a fermé l'entreprise. Eux, ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est lancer une coopérative avec partage du pouvoir, avec des produits locaux, avec des produits bio. Et la seule condition pour que ça soit possible, c'est que Unilever, qui détient la propriété de la marque éléphant, la cède à ses salariés qui l'ont enrichi pendant des années. Et Unilever refuse. Conséquence, la CGT, mais aussi la Confédération française de l'encadrement CGC, appellent à boycotter les produits Unilever et appellent à faire, à partir du 7 décembre, une grande journée nationale pour dire qu'il y a des solutions, notamment du côté de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai envie de dire que Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire,
à une partie de la réponse de ce que cherche Montebourg. C'est-à-dire que c'est dans ce domaine-là qu'il faut aller. François Gervais, vous n'aviez pas l'air d'être d'accord sur la date du 27 août. Juste une petite remarque à propos de ce 26 août. C'est parce que dans la projection qu'on fait effectivement pour correspondre à ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a effectivement ce qui est l'empreinte écologique, stricto sensu, et puis on rajoute l'empreinte carbone. Et c'est elle qui fait le gros. Alors évidemment, si on traite à part l'empreinte carbone, on va avoir une réflexion là-dessus, à ce moment-là, sur l'empreinte écologique stricto sensu, le problème n'apparaît plus du tout le même. Donc ça, l'empreinte carbone, on en parlera dans quelques instants. Chris Esquer, vous vouliez ajouter quelque chose? Rajouter avant qu'on change de sujet? Non. Moi, je suis assez d'accord avec ma voisine. C'est vrai que le concept de la descendance, tout ça, c'est en fait, il y a un problème d'échelle. On ne peut pas dire, en mangeant sa pizza, qui a consommé de l'énergie, ça va augmenter d'1,5 degré la température d'un type dans 100 ans. Donc, et on aurait mieux fait de prendre une salade. C'est vrai qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Et je crois aussi que... alors le problème, c'est que c'est toujours le drapeau qu'on agite. Mais oui, mais il y a un type dans 200 ans, il va avoir un peu plus chaud. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas prendre le sujet par là. Et puis je ne crois pas aussi, là je suis assez pessimiste, mais ça se termine bien, vous allez voir, c'est que je ne pense pas qu'on peut... les gens... je ne crois pas beaucoup à la vertu individuelle pour le collectif et a fortiori quand c'est dans le futur. C'est-à-dire que si on demande aux gens... les impôts, on va dire que ceux qui veulent payer des impôts... très peu de gens ont payé des impôts et les montants sont toujours très inférieurs. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut s'en remettre à une autorité qu'on choisit. La contrainte, donc. Voilà, une contrainte qu'on choisit. On dit, moi seul, je suis prêt à payer des impôts, mais tout le monde doit en payer. On ne doit pas dire ceux qui sont... Mais exactement. Mais oui, mais le problème, c'est que comme il y a un système politique qui fait qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4 mandats, ce principe de la démocratie n'agit pas parce que les gens exercent leur mandat en pensant qu'ils vont être réélus. Donc si on disait, il n'y a qu'un mandat, et à ce moment-là, la contrainte écologique, vous pensez qu'il la maintiendrait? Je pense. Ou en tout cas, d'une façon, sans considérer que c'est un luxe qu'on se paye que quand ça va bien. Parce que là, c'est « Ah oui, mais la crise, on verra ça après, là, on n'a vraiment pas les moyens. » Donc c'est sûr que si on pose toujours les problèmes de cette façon-là, c'est pas... Donc la solution, je pense que c'est faire de l'écologie un business, puisque maintenant, il faut absolument le profit, les gains, il faut en faire un business. C'est-à-dire, faites-en un business, et là, vous allez voir que le business qui consiste à réparer la planète peut devenir florissant, puisque ce système marche. Il y a toujours des gens... C'est l'économie verte, on nous en a souvent parlé, Catherine. Oui, alors l'économie verte, c'est marrant parce qu'on oppose le verdissement de l'économie qui serait intrinsèquement pas bien, le greenwashing, etc. Et puis l'économie verte. Alors moi là, je suis un peu sceptique parce que dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie de l'entreprise, qui n'est pas forcément une vie extrêmement théorique, qui est une vie quotidienne, active, etc. Dans la vraie vie, moi je pense qu'il y a des choses qui changent et qui évoluent. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des nouveaux produits. Par exemple, dans le monde des énergies renouvelables, il y a un potentiel formidable. On a travaillé là-dessus au CESE et on le sait. Dans toutes les nouvelles technologies, il y a des choses qui se passent et elles sont plus vertes, elles seront vertes, elles peuvent être au service de l'écologie, de l'environnement. Mais d'un autre côté, il y a aussi des métiers traditionnels. Mon métier dans la mine et la métallurgie, c'est une industrie traditionnelle qui a un siècle, bientôt 2 siècles, etc. Et je ne pense pas qu'il faille dire que tout ceci est fichu et sans espoir. C'est pas vrai. C'est comme l'agriculture, ça existe depuis toujours et c'est en train de changer. Donc là où je rejoins Monsieur Ariès, c'est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui et demain, il y aura sans doute plus de réflexions individuelles ou par petits groupes, participatives, etc., créatives, pour faire des choses. Ce n'est pas non plus sanctuariser le small is beautiful, parce qu'on a aussi besoin de règles, on a aussi besoin d'État, on a aussi besoin d'organisations sociales qui transcendent les individus, qui sont un peu plus grandes. Mais je crois beaucoup qu'il y a des initiatives et l'économie sociale et solidaire en fait partie. Mais ce qui me surprend toujours dans des discours comme le vôtre, c'est le côté, il y a les bons, il y a les méchants, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, beaucoup de choses cohabitent. Et je pense qu'elles peuvent... pauvres. Et les riches le sont parce qu'il y a appauvrissement des autres. Enfin, ça me serait absurde de dire des choses pareilles. C'est normal, nous ne tombons pas du même côté de la table. Mais c'est pas simplement lié à ça, il y a une vérité objective au-delà des opinions, il y a une vérité objective. Un mot de Jean-Claude Amezen. tiers-mondiste années 70. Je crois que ce que disait Madame est très intéressant. Penser que la nature, l'environnement est un bien commun, c'est penser aux autres. C'est pas seulement penser aux autres dans un siècle ou dans 2 siècles, c'est penser aux autres qui sont ailleurs autour de nous. D'où l'idée de développement durable, mais qui ne fait pas durer
des tragédies qui est équitable et durable. Donc penser aux autres, c'est véritablement penser que nous partageons quelque chose, qu'on ne va pas consommer quand on a les moyens, parce qu'on peut consommer de l'environnement, de la nature, de l'air respirable et de l'eau potable, mais que c'est quelque chose de l'ordre du bien commun. Donc je crois que c'est quelque chose d'intéressant. On peut être... Je veux dire, on peut considérer que la réalité est tragique. D'ailleurs, on parle de crise. On n'a jamais autant détruit la planète que lorsqu'on n'avait pas de crise économique. Dans la période de croissance, c'est là qu'on a détruit le maximum. Et donc, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a un changement profond qui est la prise en compte lente, progressive, de plus en plus large, que c'est de la responsabilité de tous que de protéger notre environnement, nos ressources, la nature. D'un autre côté, les plus grands journaux scientifiques depuis quelques années montrent qu'on n'a jamais autant détruit les ressources renouvelables, les ressources animales, les ressources végétales que depuis quelques années. Donc il y a à la fois la réalisation, je dirais que le péril est grand, et en même temps le fait que notre empreinte est considérable. Un mot juste sur parce qu'il y a quelque chose qui me frappait, vous parliez de la République démocratique du Congo, qui est un pays justement non démocratique, qui est un pays désastreux. Amartya Sen, l'économiste Amartya Sen, a eu son prix Nobel d'économie en 1998 en montrant, il venait d'Inde, que la fin des famines, ça a été la démocratisation. Quand des démocraties sont nées, et que les gens mouraient de faim, non pas parce qu'il y avait une insuffisance de production de ressources, mais parce que certains n'avaient pas accès aux ressources. À partir du moment où la démocratie est arrivée, dit-il, en Inde, plus de famine en Inde. La famine en Irlande, c'est la même chose, il y avait des ressources. La Corée du Nord a des famines, la Corée du Nord est une dictature. Donc je crois que cette idée de construire un avenir commun sans exclure personne de la réflexion et des décisions est sûrement une des façons de partager les ressources, qu'elles soient agricoles ou autres, de la planète. Justement,